Aujourd'hui, on voulait justement parler de tests physiques en sport santé. Donc, sport santé qui est un sujet hyper important pour XFIT. On y croit énormément. Ça devient de plus en plus de tendance, autant au Canada avec les kinésiologues, autant en France avec les maisons sport santé. Et de tests physiques. Test physique est quelque chose de si important dans une prise en charge. On va en reparler. Mais pour parler de ce sujet, en fait, on a invité deux experts de leur domaine respectif. Aurélien, que vous connaissez peut-être déjà, étant donné qu'il est passé dans un de nos webinaires, plusieurs de nos webinaires même auparavant. Est-ce que Aurélien, tu voudrais te présenter? Oui, avec plaisir. Salut Étienne, salut Mélanie. Je suis content d'être là pour parler de sport santé avec vous, même si je ne fais pas autorité en la matière. Moi, je viens évidemment du sport de haut niveau et de l'accompagnement en sciences du sport. Je suis préparateur physique. Je suis aussi CMO de Kinvent, qui du coup me permet de m'exprimer de plus en plus dans ce secteur, puisque effectivement l'enjeu c'est d'accompagner le sport santé sous toutes ses formes, en tout cas les professionnels qui l'encadrent. Et je suis passé par différentes équipes sportives, différents publics. J'ai notamment coproduit sur le sujet du sport santé le protocole GOUV sur le mouvement, puisque ma spécialité en tant que préparateur physique, c'est l'analyse du mouvement et les tests du mouvement. Et notamment au travers de l'art du mouvement, vous avez peut-être lu. Si vous ne l'avez pas lu, il faut le lire. Et du coup, effectivement, j'ai beaucoup travaillé sur le sport santé et beaucoup réfléchi avec les collègues APA et kinés sur le sujet dans le cadre du protocole GOUV. Je suis content de partager ce moment avec vous tous. Super, ben merci effectivement d'avoir accepté l'invitation et d'avoir joint tes connaissances qui sont effectivement pas nécessairement sport santé, mais beaucoup de tests physiques à l'intérieur du webinaire. L'aspect plus sport santé, plus APA, c'est en fait Mélanie qui va nous le couvrir aujourd'hui. Mélanie, est-ce que tu veux te présenter? Tu as aussi participé à plusieurs webinaires chez XFIT. Oui, bonjour à tous. Merci à XFIT, à Étienne et à Aurélien de m'accueillir aussi dans ce webinaire. Alors moi, je suis ingénieure en activité physique adaptée, donc j'ai une licence et un master STAPS, activité physique adaptée, et je travaille au sein du Stade Toulousain Rugby Handisport, où on a développé un projet sport santé dédié aux personnes en situation de handicap isolées. Voilà. Donc c'est un peu mon travail, et évidemment aussi je travaille avec les rugbyman en fauteuil qui sont des personnes en situation de handicap moteur, des tétraplégiques et des personnes assimilées, donc avec un assez lourd handicap. Donc mon but est de veiller à leur santé et un peu à leur performance pour certains. Ouais. À 100%. Et puis, je peux me présenter aussi, je prends la balle au bon. Donc, Étienne Dubois, peut-être que vous m'avez déjà rencontré dans un autre webinaire, c'est possible. Donc, je suis le fondateur de XFIT, un logiciel pour les professionnels de la santé et de l'activité physique, donc qui permet un peu là, d'encadrer l'ensemble des tâches du quotidien, suivi de dossiers, les notes, les tests physiques, justement, création de plans d'exercice, etc. Aujourd'hui, de toute façon, l'objectif n'est pas parler de nous, mais de parler de sport santé et de tests physiques plus particulièrement. Mais moi, j'aime toujours, quand on veut parler d'un sujet, de le définir avant tout pour être certain qu'on est tout le monde sur la même base. Donc, s'il veut définir le sport santé, Mélanie et Aurélien, on l'a défini avec plusieurs critères, dont le premier, une pratique encadrée. Est-ce que, Mélanie, tu veux pousser un peu là-dessus? Ouais. En fait, la pratique encadrée, elle se fait par une personne qui a les compétences pour encadrer du sport santé, parce que donc ça peut être un enseignant en activité physique adaptée, ça peut être un kiné, ça peut être en fait toute personne qui est habilitée, qui a un diplôme pour encadrer de l'activité. Donc on exclut toutes les pratiques loisirs, toutes les pratiques compétitives qui ne sont pas forcément destinées à de la santé en fait.
Oui, au Canada, parce que là, ici, actuellement, et puis j'ai mis un sondage, on a quand même une bonne proportion qui est de Canadiens. Au Canada, on a ce qu'on appelle les kinésiologues, donc le concept d'une pratique encadrée par un professionnel, un acteur de la santé, quand même un peu plus logique. En France, il y a un peu moins ce terme ou cette profession dédiée. En fait, c'est l'équivalent en France, c'est les enseignants en activité physique adaptée qui sont spécialistes de l'activité physique et spécialistes du handicap. Donc, ça peut être apparenté au kinésiologue, mais avec une formation plus tournée vers l'activité physique. Oui. Ouais, 100%. Parlons justement un peu de compétition. Aurélien, qui n'a pas pour objectif exclusif la compétition, qu'est-ce qui diffère entre les athlètes de haut niveau que t'entraînes et le sport santé? Ouais, c'est vrai que c'est très très nécessaire ce temps de discussion et de réflexion, parce qu'en fait c'est un nouveau paradigme qui est en train de naître. Et donc, comme tout nouveau paradigme, en fonction de son point de vue, de son passif, de son métier, peut-être on n'a pas la même lecture, puisque pour les gens qui font de la compétition ou qui viennent du sport compétitif ou même du sport loisir fitness, le sport ça a toujours été la santé dans l'argumentaire. Donc ils comprennent pas forcément pourquoi on parle aujourd'hui spécifiquement de sport santé. Alors évidemment on est deux intervenants français là, donc on a une vision très France du problème. Ça nous renvoie, nous, en fait, le déclenchement de tout ça, c'est quand la ministre des Sports a validé a fait voter le sport sur ordonnance. Et du coup, d'un seul coup, le concept de sport santé prenait un cadre réglementaire. Et à ce moment-là, tout le monde l'a interprété de manière très différente, parce qu'en fait, pour une fois, c'est assez rare, le législateur était en avance sur les pratiques. En général, ils courent après pour se mettre à jour. Là, c'était très en avance. Ils étaient en avance sur la pratique encadrée, et puis ils étaient en avance aussi sur les financements. Et donc tout le monde, d'un côté, les professionnels de la santé espéraient que, à un moment donné, les mutuelles passent à la caisse. C'est toujours pas arrivé. On espère qu'un jour ça arrivera. Mais de l'autre côté, d'un seul coup, t'as tout le mouvement sportif qui s'est dit tiens, ça y est, on a une incarnation d'un nouveau concept qui peut nous permettre d'avoir des licenciés et de se développer sur une autre trajectoire. Emparons-nous-en. Sauf que chacun s'en est emparé en faisant exactement ce qu'il savait faire. C'est-à-dire que le sport compétitif se refait pas. À un moment donné, il faut jouer, il faut s'opposer, il faut s'entraîner, il faut progresser. La notion de performance est omniprésente. De l'autre côté, le corps médical a été un peu incapable de se réinventer aussi et de trouver des chemins vraiment adaptés à ce nouveau paradigme. Et puis entre les deux, effectivement, je te rejoins, les plus à même de s'emparer de ça, c'était les APA. Sauf que c'est une corporation naissante, assez jeune, au niveau universitaire, pas encore représentée par des organes syndicaux ou des représentants de la profession. Du coup, ils ont encore du mal à poser leur voix. Donc, on se retrouve à avoir des coachs à droite, des kinés à gauche, peut-être des médecins, et puis les APAC. Et c'est chacun de délivrer une vision du sport santé. Et c'est pour ça que je trouve ça très très bien qu'on se pose tous autour de la table pour dire qu'est-ce que c'est en vrai le sport santé. À la base, effectivement, c'est tout sauf de la compétition. C'est tout sauf du loisir. En fait, le sport santé, est-ce que les modes d'alimentation actuels sont à la gastronomie, c'est-à-dire qu'on se met à manger sainement, on se met à prendre en compte un certain nombre de paramètres physiologiques pour aller mieux, pour se guérir avant d'être malade, pour être un petit peu plus dans le bien-être éduqué, éveillé. Et du coup, la pratique du sport santé, pour moi, vient à ce stade-là, même si le législateur, lui, l'a pensé comme un médicament à la base pour des gens fragiles. En réalité, je pense qu'on est face à vraiment l'avenir de la pratique sportive. Pour moi, l'avenir dans les 10 prochaines années, c'est que tout le monde va se mettre au sport santé, pas que les gens fragiles. Non, exact. Et puis, oui, je pense que Vas-y. Je rajoute juste, je pense que là où on est vraiment différent avec la vision que au Canada, au Québec, vous pouvez avoir, c'est dans la prévention. En fait, nous, on n'est pas du tout dans la prévention, alors que le sport santé, ça peut aussi se faire en prévention et ça permettrait en fait d'éviter de faire que du sport utile utilisé comme un médicament en fait. Donc c'est vrai que une fois qu'on aura compris que peut-être que le sport en prévention c'est très utile, oui. Mais on aura qui nous amène justement, et puis Mélanie, si tu veux
continuer ou prolonger ton point, mais qui nous amène justement sur l'objet que c'est systématique d'utiliser le sport à des fins de mieux vivre, en fait. Donc, on n'essaie pas juste d'être curatif, on essaie de mieux vivre avec nos clients, là. Le client essaie de mieux vivre. C'est ça, en fait. On se sert vraiment de l'activité physique comme un moyen, en fait, un outil pour permettre d'améliorer sa santé. Mais en améliorant sa santé, on améliore aussi sa qualité de vie, son bien-être, l'estime qu'on a de soi-même, le fait de participer peut-être un peu plus activement à sa propre vie, en fait, être acteur de sa vie. Et ça permet, en fait, de montrer aux personnes qui font du sport santé qu'elles ont des capacités, parce que si je prends dans mon cas les personnes qui viennent d'avoir un accident et qui sont en fauteuil roulant, qui sont tétraplégiques et qu'on leur dit en fait tu pourras plus rien faire de ta vie, nous on leur dit si, en fait tu vas pouvoir faire des choses, peut-être pas de la même façon, mais par contre tu pourras arriver à faire des choses, et en pratiquant une activité physique tu vas améliorer ton autonomie, tu vas améliorer tes transferts, tu vas améliorer tous les aspects autour, en fait. Donc vraiment, on a vraiment ce côté biopsychosocial qui est très très important. 100%. Et puis, moi, je vous rejoins vraiment sur que c'est le futur, en fait, de l'entraînement ou de l'activité physique en général. On le voit un peu, le profil, de toute façon, l'histoire de l'entraînement, de l'activité physique dans tous les pays, c'est toujours ça. Ça démarre avec des passionnés du culturisme, du bodybuilding, et puis ça s'en va de plus en plus vers, effectivement, du sport intégral, de l'activité physique, du mieux vivre. Et puis, on en parle souvent du sport santé sous le thème de curatif, sous le thème de personnes avec un handicap, mais en fait, il y a une diversité de profils énorme là, en tant que tel. Aurélien, ça, on se retrouve avec, bien sûr, avec des gens qui, évidemment, massivement, et c'est beaucoup ce dont on va parler ce soir, des gens qui ont des handicaps, principalement sont touchés par des affections de longue durée. D'ailleurs, c'est ce qui encadre aujourd'hui principalement les lieux de pratique et l'appellation labellisée de sport santé. Ce sont déjà une affection de longue durée, même si vous l'avez compris, notre intime conviction, c'est que ça devrait concerner tout le monde. Mais bon, quand on a dit affection de longue durée, là-dedans, on a tout un tas de profils différents, de l'obèse très avancée jusque la personne âgée, en passant par l'ostéoporose ou même l'hypertension, même si l'hypertension est considérée comme une ALD officiellement, malgré tout, voilà, ce sont des profils qui sont totalement différents parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes niveaux moteurs de base quand ils viennent dans le centre pratiquer. Ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs, ils n'ont pas du tout les mêmes attentes de leur pratique et leur pratique personnelle et dans l'interaction avec le thérapeute ou le coach. Donc, effectivement, on doit accepter la complexité du sujet. Oui, clairement. Mélanie, toi spécifiquement, souvent tu travailles avec des problèmes mécaniques, des handicaps. Qu'est-ce que tu penses de la diversité des profils? En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans cette vue de la diversité des profils, en fait, on centre l'activité physique et le sport santé, en fait, sur la personne. Et c'est ça qui est le plus intéressant, au final, c'est être capable de trouver, le besoin, l'objectif, etc., pour chaque personne, en fait, et construire le projet de sport santé, au sens large, autour de la personne, et ça nous permet d'avoir des objectifs vraiment différents pour chacun, et avoir des spécificités vraiment différentes en fonction des profils. Moi, dans mon cas, c'est du handicap plutôt moteur, mais dans le handicap moteur, en fait, on englobe vraiment beaucoup de problèmes, que ça soit une prothèse de hanche mal rééduquée, ou quelqu'un qui a un handicap de naissance. On croise vraiment beaucoup de profils différents. Oui, clairement. Et puis ça, comme nous, je le dis avec mon expérience, mais comme l'aspect interprofessionnel, plusieurs profils, mais aussi plusieurs types de professionnels, c'est vraiment quelque chose d'important dans n'importe quelle prise en charge. Donc,
client ait son propre objectif puis que son dossier soit partagé entre tous les intervenants. C'est quelque chose qu'on travaille énormément, comme par exemple chez XFIT, mais dans la mentalité et dans le discours là aussi. On voulait parler aujourd'hui, donc on vient un peu de définir sport santé. Très intéressant dans le chat, on voit un peu là chaque personne, donc ça bouge même selon les départements en France, selon les pays. Il y a plein de monde là, qui nous donne des détails. Mais ce qu'on voulait aussi, c'est de parler de tests physiques. Maintenant, on dit, on veut faire du sport santé, c'est large. Et on a une diversité de profils qui est extrêmement large. Donc, il faut en fait définir à quelque part un plan de test. Quels sont les tests que je vais faire selon les profils spécifiques? Est-ce que, Mélanie, tu as une technique, une façon de faire par rapport à ton plan de test? Oui, en fait, moi, ma question de départ, c'est vraiment qu'est-ce que peut faire la personne, en fait? Qu'est-ce que peut faire la personne qui est en face de moi? Comment je pourrais voir ce qu'elle est capable de faire? Comment, avec quels moyens, est-ce que le test que je vais faire ou la procédure que je vais utiliser, est-ce que ça va permettre de m'éclaircir sur la suite, sur la planification des objectifs et sur le besoin que la personne nous émet. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est utile aussi? Est-ce que c'est utile de savoir, je sais pas combien. J'ai pas d'exemple en tête, mais en gros, est-ce que ça va être utile à la personne d'avoir cette référence-là et de nous avoir cette référence-là? Oui ou non? Et à partir de là, il faut pas qu'on teste pour tester, en fait. Souvent, les tests, je vois pas faire ne pas tester pour tester, ça paraît très important parce que d'abord, le temps est précieux. Et effectivement, quand on a les gens, quelques heures par semaine, c'est déjà beaucoup. Ils ont un temps de trajet, souvent c'est un temps de trajet important, compliqué, qui implique plein de choses. Donc, si on perd notre temps pour soit enfoncer des portes ouvertes, soit obtenir des informations qui ne sont pas utiles par la suite, c'est presque de l'ordre de la faute professionnelle. De mon point de vue, ça touche tous les corps de métier d'entraînement physique et d'entraînement humain. Qu'on soit sur du sport santé ou sur du sport compétitif, ça ne change pas. Le test n'est pas une fin en lui-même, c'est un moyen de prendre une bonne décision, ni plus ni moins. Et la question fondamentale, elle l'a posée, je suis complètement d'accord avec Mélanie, c'est de quoi est capable la personne que j'ai en face de moi. C'est la seule question qui nous intéresse à l'instant T, en fait. Bon, j'ai écrit un livre moi, qui s'appelle Les tests de terrain et qui fait référence en la matière en langue française depuis une dizaine d'années, où il y a environ 200 tests et la plupart des gens s'emparent des tests de performance tout le temps. Ils pensent à la force maximale, ils pensent à la consommation maximale d'oxygène lors d'un effort aérobie. C'est pas des tests que j'appelle fonctionnels, ça c'est des tests de deuxième catégorie. C'est pas des tests prioritaires. Ça nous intéresse pas de savoir quand la personne elle commence où est son maximum à ce moment-là. Elle est justement là pour qu'il change son maximum. Donc ça devient presque du marketing, c'est-à-dire qu'on part de tellement bas que forcément on va avoir des super scores dans un mois et demi. Non, nous ce qu'on veut, la question à laquelle on veut répondre, et c'est vraiment ce qui m'a guidé lorsque j'ai créé les tests pour Google, c'est de quoi la personne est-elle capable. Et à partir de là, ça va me permettre d'y voir plus clair et de prendre des bonnes décisions. Totalement. Et puis, comment donc, une fois, tu l'as dit un peu, là, il y a une panoplie de tests physiques, même on nous demandait dans le chat, mais même dans XFIT, on a comme plus de 150 tests physiques là, en tant que tels. Donc, une fois qu'on dit, OK. Un petit peu moins que dans les tests de terrain, du coup. Ouais, il y en a quand même énormément, exact. Donc, grosso modo, une fois qu'on sait qu'il existe une panoplie de tests, mais comment est-ce que je fais un bon plan
de choix de tests? Comment est-ce que je sélectionne les bons? Et puis, quand est-ce que je les fais? Donc, vous le dites un peu là, quand vous en avez parlé, je reviens à notre présentation. Il y a, premièrement, donc, de choisir l'utilité. Il y a un vaste choix, on vient de le montrer. Ensuite, il faut faire une planification. Il faut dire, je vais tester au plan, tester tel test, telle capacité à tel moment. Et puis, dans ma planification, je vais le refaire à un autre moment. Donc, en fait, ma question est assez simple. Et puis, Aurélien ou Mélanie, comment établir son plan de test? Ben, en fait, on va vraiment partir ben, moi, en tout cas, je pars vraiment de l'objectif de la personne. Si l'objectif de la personne, c'est pas, devenir autonome dans sa vie de tous les jours et ne plus avoir besoin d'une auxiliaire de vie, de quoi elle va avoir besoin? Elle va avoir besoin de pouvoir pousser son fauteuil toute seule, de pouvoir être autonome pour aller sur son canapé, dans son lit, pouvoir s'habiller toute seule. Ben, en fait, on va tester des choses qui sont en lien avec ça. Et donc, d'une manière facile et surtout d'une manière reproductible. Donc, on va pas se lancer à faire des tests ultra compliqués ou des tests de force parce que ça a aucun sens en fait de faire un test de force pour voir si la personne est autonome. Par contre, faire un test de cardio-métabolique pour savoir si elle est en capacité de tenir un effort pendant un certain temps, ça pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être quelque chose qui est motivant aussi pour la personne. Essayer de trouver en fait les leviers de motivation en disant bon ici je suis pas très bon. Par contre, j'ai envie de progresser, j'ai envie de pouvoir aller au cinéma tout seul. On va aller tester ça, on va voir si à quel niveau tu en es et ensuite ça, une fois qu'on aura ces résultats, on va y travailler dessus. Et s'il y a une baisse de motivation, ça peut servir aussi vraiment de levier en fait de motivation. Bon, j'ai une baisse de motivation, on va refaire on va refaire un test et on va comparer les deux. En fait, oui, forcément, nous on voit pas qu'on progresse, mais en fait dans la vraie vie, vu qu'on vit tous les jours les petites améliorations, on se rend pas compte. Par contre, on peut avec des chiffres et avec des choses qui sont très objectives, parce que c'est ça le but du test, on peut comparer, on peut leur dire, vous voyez, en fait, vous avez progressé. Oui. Vous le sentez peut-être plus, mais vous avez progressé par rapport à ce que vous faisiez avant. Oui. Ouais, c'est vrai que c'est un argument de motivation. À plus forte raison, on en parlera dans la deuxième partie quand on parlera des possibilités de modernisation de l'approche des tests et les métriques sont importants dans ce cadre-là puisque ça devient un outil de biofeedback, un outil de motivation du patient, un outil de fidélisation du client ou d'engagement sur le long terme du patient. On sait qu'il y a du décrochage souvent. Et souvent, encore une fois, on prend pas les bons repères pour montrer aux gens qu'ils progressent. C'est-à-dire qu'encore une fois, si le repère c'est de la force max ou j'exagère, mais même sans parler de force max, si c'est des niveaux de force absolue, ça nous renseigne pas beaucoup. Si par contre ce sont des amplitudes de mouvement, des temps de tension, des niveaux de tension, qu'on a matérialisé ça, non pas par des valeurs absolues qui n'ont aucun sens. Si on parle en Newton aux gens, ils comprennent pas. Par contre, si c'est une jauge et que ça rejoint un objectif qu'on a fixé ensemble, on voit les progrès, même s'ils sont lents, même si d'un seul coup ils prennent vie. Ça paraît hyper important. Et puis, pour répondre aussi à la question de la planification des tests, il y a autant évidemment de planification que de cas de figure. Et quand on a quelqu'un qui est en post-opératoire ou qui est en reconstruction suite à une dégénérescence quelconque, on sait qu'il y a des stades, des phases, des durées et qui nous permettent à un moment donné de vérifier que la personne est bien à l'endroit où on pense qu'elle se situe à ce moment-là. Et encore une fois, de mettre des métriques dessus, de pouvoir communiquer à différentes personnes. C'est une des grosses différences de ce métier-là, c'est qu'on est en interaction beaucoup plus intense, beaucoup plus suivie avec le corps médical, avec peut-être d'autres partenaires aussi, qui peuvent être très variés parfois, et on est obligé de rendre un peu compte, on est obligé de communiquer, et c'est là que c'est bien d'avoir effectivement des vraies métriques qui jalonnent comme ça
le parcours du patient. Donc, on y va vraiment sur le cas de la personne spécifique. Il n'y a pas une réponse pour tous. Donc, selon un objectif, selon les limitations de la personne. Donc, effectivement, si la personne a des limitations physiques, on fait attention, on doit l'inclure dans notre mentalité. On doit faire un test aussi qui reste motivant. Souvent, le sport santé s'adresse à des clients qui ne sont pas des fitness addicts, des gens qui aiment le fitness à la base, l'activité physique à la base. Donc, comment le test peut être motivant? Si on prend un exemple qui est quand même assez classique d'une personne juste sédentaire, tout simplement, Aurélien, quel test est-ce que tu mettrais en place ou comment t'approcherais le cas, en fait, pour donner un exemple précis? En fait, il faut vraiment alors je pense qu'il y a deux catégories de tests, hein. C'est important de le dire. Il y a les tests vraiment ultra spécifiques à la personne et à ses objectifs. Et puis il y a des tests un peu plus généraux de sport santé qui sont presque de l'ordre pas du passage obligatoire, mais presque ça va, et en tout cas ça va le devenir de plus en plus statutaire. C'est là-dessus qu'on va débattre aujourd'hui. Donc ces tests, finalement, le fait qu'ils soient très transversaux, très globaux, très abordables, et pratiqués par l'immense majorité du groupe de travail, quelle que soit leur affection de longue durée, qu'ils en aient ou pas d'ailleurs, fait que du coup il y a une forme d'émulation collective malgré tout à la pratique de ce test. C'est quand même en soi déjà une forme d'animation. Et puis ensuite, le fait de choisir les bons tests par rapport à la problématique que l'on vise va encore une fois nous permettre de rationaliser la démarche du patient. Et donc là, je le redis, ce qui est très très important, c'est d'arriver à se doter de maîtrise. Il faut sortir de la subjectivité, et c'est l'enjeu pour moi de la prise de vie du sport santé dans cet univers-là. C'est d'arriver à être pragmatique, à être extrêmement rationnel et à avoir des feedbacks très précis, et pour le patient et pour les autres professionnels. C'est par là que va passer le crédit et l'efficacité et l'adhésion au programme des patients. J'aimerais justement voir tout le monde dans le chat. Je vous ai posé une première question. Si vous prenez le temps de tester vos clients, première chose, dites-nous à quel moment dans le processus, écrivez-nous-le dans le chat. Mais j'aimerais aussi savoir, est-ce que vous collectez la donnée? Et puis Aurélien, tu viens de le mentionner, mais est-ce que vous la collectez? Et si oui, qu'est-ce que vous collectez en tant que tel? Donc, j'aimerais ça si vous voulez juste nous répondre dans le chat et puis nous donner les quelques informations. Ça serait très apprécié. Autrement, je vous propose effectivement qu'on rentre dans un vif du sujet, qui est donc une revue de des tests incontournables. Et on a décidé aujourd'hui, Mélanie et Aurélien, d'en choisir trois spécifiques. Je vous laisse peut-être faire une mini présentation avant qu'on dévoile le premier. Est-ce que Mélanie, tu veux nous dire pourquoi on a choisi juste 3 spécifiquement? Alors, on en a choisi 3 pour essayer de couvrir un petit peu les différents types de tests qui sont réalisables, pour montrer aussi les adaptations qui sont possibles de faire, et pour montrer que on n'a pas forcément besoin de matériel ou d'énormément d'espace pour faire des tests, en fait. Donc les rendre facilement reproductibles et au final faisable par tous, minimum formés. Ouais. De préciser aussi, c'est que ce sont pas les tests, c'est pas nos tests préférés forcément qu'on vous montre. c'est pas forcément les tests qu'on fait tout bout de champ. En fait, la question qu'on s'est posée ensemble quand on a commencé à préparer ce webinaire, c'est quels sont les tests qui sont en passe de devenir des incontournables du métier par habitude générale, parfois par réflexe statutaire aussi, et par accessibilité dans l'organisation. Donc c'est comme ça qu'on les a choisis, en se disant aussi comment nous, on est capable, au cours de ce webinaire, de montrer comment on peut les faire évoluer grâce à de la mesure et les rendre plus utiles, plus précis, plus rationnels. Et parlons donc justement du premier test. Le test qu'on a choisi en premier, c'est le test de la chaise. Mélanie, je crois que c'est même tu le fais quelques fois quand même. Est-ce que tu veux nous en parler? Je le fais quelques fois. Ouais. Pas de souci. Le test de la chaise, en fait, c'est un test qui est, on appelle ça un test cardio-métabolique. Le principe, c'est s'asseoir et se lever
sur une chaise, enfin d'une chaise, le plus de fois possible. Donc il y a différents tests. Il y a soit 10 levées de chaise à faire. On chronomètre le temps et le principe c'est d'essayer d'être le plus rapide possible pour 10 levées de chaise. Ou une autre façon de faire, c'est pendant 30 secondes, on demande à la personne de se lever et de s'asseoir le plus de fois possible. Donc le principe c'est quoi? C'est de voir un petit peu comment il se lève, comment il s'assoit, la force, forcément quand même la force musculaire et l'endurance musculaire au niveau de ses quadriceps, de savoir s'il contrôle la montée, il contrôle la descente, est-ce que il le fait de manière propulsée vers l'avant, est-ce qu'il engage ses épaules, est-ce que on a toute une analyse autour de ce lever de chaise pour voir un petit peu comment la personne bouge. Alors dans la praticité des choses, moi je demande à mettre les mains sur les hanches, les pouces orientés vers sur le devant des hanches, et donc en fait ça annule en fait l'aide des mains et l'impulsion qu'on peut avoir avec les mains si on se lève d'une manière un peu trichée. La dimension qualitative est essentielle, hein. C'est vrai que souvent on retrouve ce test de manière cataloguée comme un test métabolique pour personnes fragiles. En réalité, c'est tout autant, voire plus encore, un test mécanique, un test fonctionnel. Et on peut évidemment, de mon point de vue, pas se couper de l'aspect vidéo dans ce type de test qui nous permet d'enregistrer à un moment donné un état moteur et de pouvoir comparer dans le temps. Parce que ça, c'est pareil, souvent on compare un nombre de reps ou un temps, parce que ce sont des éléments qu'on met facilement dans un tableau Excel. Mais en réalité, des fois, les gens ne progressent pas tant que ça là-dessus. Par contre, on voit que la stratégie pour y arriver est complètement différente, que l'assurance dans chaque levée de chaise est complètement différente. Et donc, forcément, ça, il faut le prendre en compte et le valoriser. Puis on a même justement une vidéo qui montre un test de levée de chaise. Il y a du Tu relèves une fois? Ouais, une adaptation. Exact. Une adaptation dans quel sens? En fait, une adaptation dans quel sens? Au sens strict, ou comme je vous l'ai décrit tout à l'heure, je demandais à avoir les mains sur les hanches, etc. Et le principe là, en fait, de cette adaptation-là, c'est que s'il se tient pas à la chaise, il peut pas se lever. Donc en fait, le principe, c'est essayer quand même de tester ce lever de chaise, voir à quel moment il utilise la chaise, et si par exemple à l'instant T, le 25 janvier, il utilise la chaise et que le 30 mars, il n'utilise plus la chaise, il fera quand même des levées de chaise, mais par contre avec une qualité supérieure, avec une stratégie différente. Et voilà, donc au final, vraiment, comme disait Aurélien, le fait d'avoir un appui vidéo, ça permet aussi d'être beaucoup plus fin sur les comparatifs qu'on peut faire entre un instant T et l'instant d'après ou l'instant d'avant, en fait. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir un appui vidéo, parce que la personne ne se rappelle pas forcément qu'elle se levait avec un appui, avec un déambulateur ou avec une béquille. Et puis c'est important de rappeler que sur la vidéo, c'est pas j'aime pas, hein. C'est pas parce qu'on est dans du qualitatif et pas dans du quantitatif qu'on peut pas avoir tout un tas de critères qu'on liste et qu'on coche ou pas. Là, j'ai une application qui vous aide à faire ça, qui s'appelle Sport Science Test, si vous avez besoin un petit peu de repères, mais vous pouvez les trouver tout seul. La trajectoire du genou, la stratégie d'appui au sol. Donc là, Mélanie va nous expliquer un petit peu ce qu'elle a fait avec les plateformes de Force Invent en l'occurrence, qui deviennent d'une grande valeur qualitative pour le coup, même s'il y a des métriques derrière qui nous permettent pour un même résultat d'observer deux stratégies d'appui complètement différentes. Elle a parlé tout à l'heure de la flexion de hanche à travers la position du buste, des appuis manuels, complémentaires ou pas, latéraux ou dans le plan frontal. Donc évidemment, on a tout un tas d'éléments qui sont tout à fait tangibles, qui sont pas de l'ordre du j'aime pas. Ça, c'est vraiment important de le dire. Et puis ce qui est intéressant avec ce cas-là, c'est que ce monsieur, en fait, il faisait comme dire, mais ma jambe droite, je m'y appuie pas dessus. Et quand je lui ai montré les résultats en disant, regarde les résultats,
quand tu te lèves, en tout cas, bah, tu t'appuies beaucoup plus sur ta jambe droite. Et ça, c'est des choses de pragmatiques, en fait. Parce que pour eux, qu'ils soient à 50% de chaque côté ou à 60-40, eux, en l'occurrence, eux, ils s'en moquent. Par contre, quand je lui ai dit, ben, en fait, sur tous tes levées de chaise, ben, tu t'es appuyé beaucoup plus sur ta jambe droite que sur ta jambe gauche. Dans sa tête, il y a eu un petit déclic en disant, ben, en fait, peut-être que je me mets des barrières, je veux pas l'utiliser, cette jambe. Mais par contre, quand on regarde les chiffres, ben, ça ne trompe pas. Ouais. Exact. Et pour tout le monde qui nous écoute actuellement, le rapport que vous voyez en ce moment, c'est un rapport généré par une plateforme de force. C'est la plateforme, celui-ci? C'est ça, ouais, c'est ce qu'il y avait sous les pieds, là. Et voilà, donc si on remet le vidéo juste ici, donc vous allez voir là, sous les pieds, donc il est sur une plateforme, les deux choses oranges en fait. Donc ça, c'est la plateforme de force Kinvent. Et puis au final, ça va donner le résultat d'analyse qui est juste ici. Au final, donc, on est d'accord tout le monde ensemble, il faut noter cette observation-là. Aurélien, ce n'est pas simplement un j'aime pas, c'est l'analyse du mouvement avec le vidéo qui peut nous aider, avec l'interprétation de Kinvent qui peut nous aider. Ensuite, on note nos interprétations pour pouvoir les comparer sur une fois subséquente, tout simplement. Donc. Mais quand on parlait du test de la chaise, à un moment donné, et puis je crois que c'est toi, Aurélien, qui est arrivé avec ça, mais qui nous parlait de moderniser, en fait, ce test-là. Oui, c'est ça. Alors, on a une slide un petit peu plus loin où on vous montre les évolutions un peu plus équipées, un peu plus outillées. Là, évidemment, Mélanie, elle a montré comment utiliser des plateformes de force pour monitorer les appuis. Donc, appui antéro-postérieur, est-ce que je suis plus en stratégie de boule de pied ou en talon? Est-ce que je répartis le poids de manière homogène sur la droite et sur la gauche? Est-ce que j'ai une pronation de cheville? Tous ces éléments qu'on peut un peu observer à l'œil nu, mais que là, on va mesurer, objectiver. Mais il y a aussi les angles de travail. C'est-à-dire que on peut varier les angles de flexion du genou et d'extension d'ailleurs. Et là aussi, en couplant un certain nombre de capteurs, on vous montrera tout à l'heure comment, on peut très facilement, sans changer le test, on fait toujours la même chose, ça prend pas plus de temps, c'est juste qu'on rajoute des capteurs qui nous permettent vraiment d'objectiver les choses. Exact. Et puis de noter les résultats là, pour être capable de faire des comparaisons sur le long terme. Le deuxième test qu'on a défini, c'est un test de marche 6 minutes. Mélanie, est-ce que tu veux nous le décrire? Ouais, en fait, c'est un test plutôt fonctionnel. Donc, on va demander à la personne de marcher pendant 6 minutes et de marcher la plus grande distance possible sans courir. Ça, c'est très important. Alors, il y a plusieurs distances. Il y a 25 mètres ou 50 mètres en faisant des allers-retours. Et le principe, en fait, c'est assez simple à mettre en place, sachant qu'on a besoin simplement d'un téléphone pour prendre le temps de 6 minutes et noter la distance qui a été parcourue. Moi, ce que j'aime bien demander à la fin, c'est savoir le niveau d'essoufflement et le niveau de fatigue pour savoir si ça a été un test qui a été fait de manière maximale ou pas. Ensuite, c'est quelque chose qui est facilement faisable par tout le monde, en fait, que ça soit avec deux jambes, avec un ambulateur, avec des béquilles, avec peu importe avec une canne, on peut le faire facilement et c'est accessible vraiment à toutes les populations. Et puis ouais, ça c'est important de préciser que dès qu'on parle de test physique, c'est un gros mot quand même, ça fait flipper tout le monde. Et souvent les gens, évidemment les sportifs, ça les transcende. Mais quand on est dans le cadre du sport santé, notamment avec des gens fragiles, ils peuvent se faire toute une montagne des tests. Et le fait d'utiliser des bons tests comme ça, qui soient vraiment accessibles, mais néanmoins qui délivrent une information, ça crée de la confiance. Ça crée de la confiance. Ils se disent bon, ça y est, là, ça je peux le faire. Je vais remplir cette mission-là. Je vais faire ce test-là. Et derrière, ils ont un résultat et ça lance vraiment quand même le programme d'entraînement derrière de manière efficace. Oui. Tu parlais justement d'adaptation en sport santé. Ouais, là, on voit, en fait, il existe des adaptations en fauteuil, par exemple, où là, on va demander à la personne de faire un 8 pour pouvoir
pour permettre qu'il tourne en fait dans les deux sens, et du côté droit et du côté gauche, et on va lui demander de s'arrêter au milieu pour simuler en fait un aller-retour. Donc c'est quelque chose qui est facilement faisable, dans le sens où on a besoin que de cônes pour symboliser les virages, et voilà. Donc c'est assez facilement, on peut le mettre facilement en place en tout. Ouais. Puis au final, donc, on peut le remplir. Ici, par exemple, c'est un exemple dans XFIT en tant que tel, où est-ce qu'on va remplir les observations que l'on a eues du test en tant que tel. Donc, hop, juste ici, par exemple, quand je clique sur remplir, donc, je vais avoir les informations qui vont se mettre automatiquement. Ceux que j'ai, s'il y a des calculs dans ce test-là, non, il va se mettre automatiquement. Et au final, donc, on va pouvoir analyser les observations qu'on a eues. Mais comment est-ce qu'on peut en tirer le meilleur de nos observations? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour après ça encore mieux suivre le client? Est-ce que Mélanie, tu veux renchérir là-dessus? Ouais, en fait, on peut noter plein de petits détails, le nombre de fois où il s'est arrêté, sa façon de marcher, est-ce que ça marche, ça s'est dégradé au fur et à mesure du test, est-ce qu'il marchait avec une aide technique, est-ce qu'il marchait d'une manière motivée, parce que c'est ce genre de test-là, c'est quand même 6 minutes, donc on a le temps de réfléchir à sa vie, entre guillemets, quand on n'est pas forcément dans le truc de l'activité physique. Donc forcément on voit aussi une part de motivation là-dedans. Est-ce que mon but c'est de faire la plus grande distance possible, ou est-ce que je le prends en balade de santé et je vais marcher pendant 6 minutes parce que elle m'a demandé de marcher pendant 6 minutes. Donc c'est vrai que l'interprétation, ça va être un chiffre qu'on va avoir, une distance qu'on va avoir. Par contre, on peut en tirer plein de comment on appelle ça? On peut en tirer plein de résultats derrière, en fait. Si au début il marchait 300 mètres avec une béquille, et qu'à la fin de notre prise en charge il marchait 300 mètres sans béquille, peut-être que la distance elle a pas évolué, mais par contre sa qualité de marche et le fait de poser la béquille, c'est quand même beaucoup plus qualitatif. Totalement. Et puis le dernier test qu'on a défini, c'était le test de grippe. Aurélien, est-ce que tu veux nous le décrire? Ouais, c'est un test intéressant parce que qui paye pas de mine. En fait, la saisie, on se rend compte que c'est quelque chose de central dans tous les secteurs de la performance humaine, qu'elle soit très modeste dans le cas de personnes fragiles, ou maximale, voire surnaturelle dans le cas de sportifs de haut niveau. Et en fait, on s'en sert de plus en plus pour monitorer globalement les capacités musculaires globales d'une personne. Et du coup, on se retrouve dans le très haut niveau à tester de manière quotidienne une saisie maximale sur quelques secondes, ce qui nous permet d'atteindre un pic de force très vite. Donc on a un temps pour atteindre cette force maximale, on appelle ça le RFD chez nous. Et puis on a évidemment le pic en lui-même, la force maximale. Et puis éventuellement, on peut même garder pour certains sports spécifiques le temps de soutien. Bon ça, on sait que si ça commence à baisser de manière spectaculaire, un peu inexpliquée, on sait que ça peut être un indice de surentraînement. Donc on l'utilise de plus en plus. Et en fait, en sport santé, c'est devenu aussi un vrai point de passage. Je pense que ça a énormément de sens. D'ailleurs, je m'arrête si je dis l'annerie, Mélanie, mais dans le pack de choses à avoir quand on crée une maison sport santé, il faut avoir un dynanomètre manuel. C'est un peu statutaire, je crois, mais en tout cas, c'est pas absurde parce que effectivement, le fait de monitorer ce niveau de force là, ça donne un indice global sur la capacité motrice des gens. Vraiment important. Alors, évidemment, ça repose sur le fait que la personne soit en capacité de le faire à minima. Mais à partir du moment où la personne est capable de serrer, alors ça doit rentrer dans les protocoles de test quotidiens pour vraiment monitorer le niveau de force global.
Oui. Puis même, on peut après ça interpréter les résultats. Donc, par exemple, ça c'est encore un exemple dans XFIT, mais par exemple, le test de préhension, de force de préhension, il y a des normes par rapport à ça. Il y a des normes, il y a des calculs. Ces normes-là, vous pouvez vous baser pour interpréter, pour voir, pas nécessairement pour tirer une conclusion, mais pour interpréter mieux le résultat. Et puis donc, par exemple, dans XFIT, là, c'est qu'ils sont automatisés. Mais il y a aussi, par exemple, l'appareil que tu pourrais nous parler. Tu viens de dire qu'il y en a des manuels, effectivement, mais celui-là est connecté en tant que tel. Oui, en l'occurrence, je peux évidemment bien en parler, je le connais très très bien, donc c'est évidemment celui que j'utilise. C'est le dynanomètre de Kinvent, qui est directement connecté à un smartphone. Et donc, ça va au-delà du testing. Hein. C'est ça qui est important de comprendre quand on commence à digitaliser un petit peu son approche des métriques. C'est que derrière, on a aussi un moyen de biofeedback qui devient du coup un outil d'entraînement. Et non seulement on va monitorer ce niveau de grip pour toutes les raisons que j'ai exposées, mais en plus de ça, on va pouvoir s'en servir sous forme de serious game, faire monter des jauges, qui monte, qui descend. Enfin, on va vraiment rendre l'entraînement ludique et encore une fois motiver le patient à continuer ses efforts et à observer ses résultats et à s'entraîner sans forcément s'en rendre compte. Il faudrait que je puisse couper le son. Puis dans la vidéo, on a un peu vu qu'est-ce que tu viens de nous dire, Aurélien, mais d'enrichir l'expérience. Par exemple, on a vu le jeu, là, puis j'ai même eu l'occasion de le tester au Fitex sur Paris. Cette expérience-là gamifiée, elle enrichit l'expérience, mais qu'est-ce que ça donne après pour le client au final? Le client, il a aussi accès à ces données. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde a des smartphones, même les plus âgés d'entre nous. Et tout le monde est assez finalement éduqué à ça, à suivre un peu des statistiques à un moment donné de son utilisation quotidienne d'écran, de ses comptes en banque, de plein de choses diverses et variées de notre vie. Et depuis quelques années, évidemment, de sa santé, des fois des montres connectées, plein de choses qui les habituent déjà de plus en plus à utiliser ça. Donc il n'y a pas de raison que aujourd'hui les efforts qu'ils produisent dans une maison sport santé, dans un gym, dans un cabinet de kiné, peu importe l'endroit où ils pratiquent, qu'on n'accumule pas de la donnée là-dessus, qu'ils n'aient pas accès tout de suite en temps réel à leur parcours, qu'ils puissent regarder tranquillement à la maison dans leur rétroviseur, peut-être même que grâce à des plateformes comme XFIT, on puisse leur montrer l'objectif qu'ils doivent atteindre et dans combien de temps est-ce qu'il arrive, quelles sont les étapes par lesquelles on va passer au travers de tout ça. Donc, c'est vrai que le fait de se baser sur des dynanomètres connectés, ça nous permet d'un seul coup de faire ce qu'on appelle avec Étienne le coaching 360. Vous avez sans doute entendu parler de ça. C'est valable en sport fitness, c'est valable en sport de haut niveau, c'est valable en sport santé. C'est à un moment donné transcender ce simple face-à-face pédagogique d'une heure où finalement il se passe pas grand-chose. Il en reste 23 des heures dans la journée. Donc il faut qu'on arrive vraiment à couvrir un maximum de tout ça pour que les gens progressent à coup sûr et tenir nos promesses. Oui, clairement. Et puis, on parlait un peu de sport santé, justement, puis de tests. En gros, le kit sport santé là, qu'on voulait parler à la fin, puis tu viens de le mentionner, l'accompagnement 360 qu'on parle toujours entre nous. Donc, autant, vous avez déjà vu aujourd'hui le XFIT, vous avez vu Kinvent, mais Mélanie, est-ce que tu veux nous parler de HAS? H-A-S? Ouais, l'HAS, bon, pour les plus aguerris, je pense que c'est quelque chose qui est connu, mais du coup, c'est la Haute Autorité de Santé qui a publié, en fait, des recommandations pour pratiquer une activité physique adaptée. Donc, que ça soit pour les jeunes, pour les ados, pour les adultes, pour les femmes enceintes, pour les personnes âgées. Donc, voilà. Le principe, c'est essayer de s'approcher le plus possible de ces recommandations. Forcément,
mais cependant en tenant compte en fait aussi du passé de la personne, c'est-à-dire que si je ne pratiquais je pratiquais 0 minute d'activité physique, on va pas passer de 0 minute à 150 minutes en une semaine. C'est, à coup sûr, c'est un échec. Donc, le principe, c'est d'essayer d'atteindre progressivement ces 150 minutes, mais en y allant par étapes, comme disait Aurélien, fixer des objectifs, on va faire 10 minutes par 10 minutes ou 5 minutes par 5 minutes. Et en fait, tout ce que vous allez pouvoir faire en plus de 0 minute, ça sera toujours mieux que ne rien faire du tout. Donc voilà, ça permet d'essayer d'encadrer la pratique, de dire pour telle pathologie, il y a ces recommandations-là, il vaut mieux travailler le cardio, il vaut mieux travailler la force, l'endurance de force, etc. Donc ça peut guider... c'est des choses sur lesquelles on peut s'appuyer et qui sont reconnues scientifiquement. Super, ça peut guider plusieurs des personnes qui nous écoutent actuellement. J'ai mis le document normalement en bas à gauche. Vous devriez pouvoir cliquer sur un bouton noir qui est accéder au document comment augmenter votre activité physique. Donc, allez cliquer dessus pour pouvoir voir ce rapport-là et sûrement mieux guider vos actions. Aurélien, est-ce que tu as quelque chose à dire sur Kinvent spécifiquement? Je peux même mettre un lien là, justement pour les gens qui voudraient avoir plus d'informations. Oui, effectivement, c'est une solution, on le voit là, hein, c'est un petit laboratoire de biomécanique transportable, et puis surtout qui est abordable en termes de prise en main. On n'est pas obligé d'avoir un PhD en biomécanique pour pouvoir le maîtriser et tirer des conclusions. Ça fait aussi gagner énormément de temps puisque ça nous permet de produire des rapports en 2 clics. C'est vrai que le gros problème quand on travaille avec des staffs variés, qu'on travaille avec un médecin qui nous a adressé des gens à qui il faut rendre compte, ou éventuellement un prescripteur, un financeur, etc. On a besoin, les kinés le savent très bien, on doit taper des bilans et ça prend du temps. Et en plus de ça, en général, les gens qui nous les commandent sont pas contents parce qu'il n'y a pas toujours de mesure dedans. Là au moins, vu que c'est intégré, on n'a pas à s'en soucier. En 2 clics, c'est envoyé, ça fait gagner un temps fou. Alors évidemment, on n'a pas besoin des 7 capteurs forcément, mais en tout cas, ils sont couplables. Et nous permettent d'avoir des mesures extrêmement complètes. On vous montrera tout à l'heure comment on arrive à mélanger une paire de plates, des plateformes de force et un goniomètre pour avoir à la fois une qualité du mouvement et une qualité des appuis. Et c'est vrai que c'est quand même très 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 enrichissant et ça nous aide à prendre des bonnes décisions. J'aimerais beaucoup savoir de quoi tu nous parles, mais par contre, j'ai pas d'autres vidéos à montrer moi actuellement. Ah, tu m'avais pas parlé de la photo qui était un petit peu tard en slide. Si, je pense que tu l'as passé il y a un petit moment. On va y retourner tout de suite. Désolé. Hop. Elle est ici. Ok. Donc là, ça nous permet de visualiser ce qu'on peut faire. C'est ce que je vous expliquais très brièvement tout à l'heure avec 2 goniomètres. C'est un peu plus que des goniomètres en fait. Le K-Move, c'est une centrale inertielle qui nous permet de prendre de l'information sur le mouvement en général, mais notamment sur l'angle de flexion et d'extension du genou. Donc on peut le voir sur un test de chaise, mais on peut le voir sur un test de marche également en 3e photo. Et ça, tout ça est couplable aux plateformes de force que nous a montré Mélanie tout à l'heure, qui sont des petites plateformes transportables. Il y en a des plus grosses aussi qui permettent éventuellement même de sauter pour ceux qui en auraient le besoin. Et là, d'un seul coup, tout ça intègre votre entraînement quotidien et ça devient transparent en fait pour le thérapeute qui n'a plus à faire des tests balisés, jalonnés. D'un seul coup, le test est tout le temps. Et on a la data en permanence et on sait où sont les gens. C'est vrai que ça fait vraiment gagner du temps. J'engage vraiment à essayer ça avec vos patients. Superbe. Puis de l'autre côté, là, Exfit que vous connaissez sûrement déjà, mais donc pour gérer tous vos dossiers, je peux vous mettre un lien là aussi en bas à gauche. Mais même chose, là, si vous voulez suivre vos dossiers, les gérer, voir les tests physiques, les compléter, voir l'évolution du test, que votre client a une application, etc. Vous pouvez regarder auprès d'Exfit, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez même dans Exfit centraliser le dossier sport santé avec différents intervenants. Donc, si vous êtes plusieurs ou même un médecin, donc de créer un rapport que vous partagez automatiquement. Et malgré mon accent canadien, on est tout HDS, tout le volet là, hébergement du sport santé de la France, donc la législation RGD santé.
Je vous propose qu'on prenne certaines questions en tant que telles pour pour voir là, qu'est-ce que les gens nous demandent. Et j'ai une première question et puis donc tout le monde, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là, c'est le temps. Mais j'ai une question, Mélanie, je pense qui peut être très intéressante pour toi spécifiquement. Existe-t-il une formation pour pouvoir travailler dans le sport santé quand une personne vient juste de sortir d'une licence STAPS? Alors oui, il existe une licence STAPS destinée au sport santé, c'est l'activité, les STAPS, activité physique adaptée et santé. Alors c'est au même titre que éducation et motricité, mais c'est une autre filière. Donc c'est vraiment cette formation-là que évidemment je recommande parce que j'ai fait ça là et elle est vraiment complète. Après il existe aussi d'autres formations peut-être non reconnues par l'enseignement supérieur mais du coup activité physique adaptée et santé en STAPS c'est quand même la formation la plus complète, oui. Superbe. Est-ce que vous utilisez des questionnaires en particulier en amont des tests physiques? Ça, je peux prendre un peu la balle au bon, puis ensuite, je te la repasse, Mélanie, mais effectivement, il existe plusieurs questionnaires, dont certains, justement, qu'on a même intégrés dans XFIT, par exemple, des bilans de blessures, des QAP, des suivis d'entraînement, des questionnaires de bienvenue. Donc, plein de choses qui sont directement disponibles. Souvent, c'est des documents ou des questionnaires qui sont génériques, qui sont connus, qui ont été déployés là, pas juste par nous là, en tant que tel. Donc, par exemple, le bilan des blessures. Et puis, vous avez les détails là, directement ici. Mélanie, est-ce que tu utilises certains documents plus spécifiques? Alors moi spécifiquement, j'en utilise pas forcément parce que j'en ai pas trouvé qui sont adaptés à la population que j'accueille. Par contre, il existe des questionnaires de qualité de vie, des questionnaires de bien-être, des questionnaires de niveau d'activité physique, savoir essayer de quantifier un petit peu le niveau d'activité physique de chaque personne. Je pense par exemple au SF36 qui est assez reconnu au niveau autorité de santé pour évaluer un petit peu les activités quotidiennes en fait de la personne. Donc oui, j'en utilise mais assez de manière assez réduite dans le sens où je préfère que la personne me dise en face à face ce qu'elle pratique et comment elle vit que remplir quelque chose de plus informel, formel plutôt. Totalement. On parle même dans le chat, Antoine qui nous mentionne qu'effectivement, une des choses qui est très intéressante à suivre aussi, c'est le niveau d'activité physique pratiquée en dehors des séances, par exemple les modes de déplacement, les activités professionnelles, la sédentarité, le temps passé assis sur une journée. Je trouve ça super intéressant parce que autant ça peut être effectivement un questionnaire, autant de plus en plus tous vos clients ont une montre connectée déjà. Donc, cette montre possède déjà l'information que tu viens de mentionner. Et surtout, quand un client, par exemple, dans XFIT, connecte la montre, nous, on s'en va chercher le dernier mois de données en tant que tel. Donc, en fait, vous pouvez même savoir depuis un mois à quoi ressemble son niveau d'activité ou son temps de sédentarité. Donc, autant ça peut être un questionnaire, autant si votre client a une montre connectée, ça peut être automatisé à 100%. Donc, avoir encore moins de marge d'erreur ou d'avoir de mauvaises perceptions là, en tant que telle. Mélissa nous demande si la spécialisation que tu nous parlais était pour les kinés ou est-ce qu'il y en existe une aussi pour les kinés? Alors, ça, j'avoue, j'ai pas la réponse au niveau des kinés. Je sais que les kinés sont habilités à encadrer en fait une activité physique adaptée. En revanche, je peux pas dire s'il y a une spécialisation particulière. J'ai aucune idée. Aucun problème. Aurélien, tu sais peut-être. Non, pas plus d'infos à partager. Non, ce que je voulais partager, mais je suis en train de le partager dans le chat si vous voulez quelques liens. Je vous ai dit 2 mots tout à l'heure sur l'application Sport Scientist. Si vous voulez aller voir, je vous ai mis un petit lien. Et surtout pour ceux qui lisent l'anglais,
on a, je pense que j'arrive à le faire comme ça, voilà, Complete Guide to Fitness and Health, qui est aux éditions Human Kinetics, très sérieux, maison d'édition américaine. Si vous êtes pressé, il est disponible en anglais. Je sais que Fortrainer a acquis les droits et devrait le sortir sous 6 mois environ en français, avec le titre guide du sport santé, j'imagine. Mais d'ici là, c'est vraiment un très bon bouquin qui traite directement chaque affection de longue durée de manière extrêmement spécifique, depuis la prise en charge testing jusqu'à l'entraînement éducatif, accompagnement. Donc c'est vraiment très bien. C'est l'American College of Sport Medicine qui a écrit ce bouquin. Est-ce que tu peux nous remontrer la couverture, s'il vous plaît, pour que tout le monde puisse le prendre en note? Dans tous les cas, autrement... Et je l'ai mis en lien. Oui. Oui. Je l'ai mis en lien aussi dans le chat. OK, superbe. Ouais. Il est juste en lien au-dessus. Je peux le repartager, juste être certain. Dans tous les cas, on a atteint donc le 1 heure. Je voudrais pas prendre plus de temps à personne là, en tant que tel. Je vous remercie énormément tout le monde dans le chat d'avoir été présent aujourd'hui, d'avoir posé autant de questions, d'avoir même participé autant que vous l'avez fait. Mélanie et Aurélien, je vous remercie aussi d'avoir pris le temps pour nous partager vos connaissances sur les tests physiques en sport santé. Et puis, j'espère vraiment qu'on va réussir à faire un nouveau webinaire tous ensemble parce qu'il y a eu énormément d'engouement autour de celui-ci aujourd'hui. Et donc, je suis certain qu'on serait capable d'en faire un autre. Encore sur le sport santé, on va trouver d'autres sujets là, qui vous intéressent tout le monde. Si vous voulez nous en proposer, n'hésitez surtout pas à nous écrire, autant sur les pages de Kinven que sur les pages de XFIT, Instagram. Là, vous savez comment nous rejoindre. Donc, n'hésitez pas là, à nous envoyer l'information.